Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, hein, le premier débrief de la saison après celui non effectué le week-end dernier pour une défaite. L'OGC Nice n'a pas perdu le foot. L'OGC Nice a fait match nul à la maison contre le Toulouse Football Club. On va débriefer comme à l'accoutumée, comme on en a l'habitude depuis maintenant 3 saisons. On entame la quatrième saison du Club Pancho en live pour revenir sur ce match. Un but partout entre l'OGC Nice et le Toulouse Football Club. Pour m'accompagner ce soir, l'impact player, le senior de l'émission, j'ai nommé Obi-Wan. Salut Obi-Wan, comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir à tous. Très heureux de démarrer la saison avec le Club Pancho, puis après avec notre collègue toulousain et notre habitué. Effectivement, notre habitué qui se reconnecte progressivement à l'OGC Nice et au football après cette vague JO qu'il a pris de plein fouet, c'est Matt. Comment ça va, Matt? Ça va, ça va. Bonsoir à tous, bonsoir le chat. Très content d'être de retour pour le club Pancho, un peu plus que pour voir le GC Nice jouer, parce que c'était quand même encore très très triste. Voilà, nouvelle saison, toujours les mêmes émotions, mais allez, on va être optimiste et on va espérer que ça va s'arranger petit à petit. Confiance en Francaise. N'oublie pas la session optimiste, hein, bien sûr, à laquelle tu es encarté depuis un certain nombre d'années. On n'oublie pas. Et puis voilà, on est là aussi pour parler de l'adversaire autour du match, forcément, mais autour du contexte. C'est Mehdi du média toulousain La Feuille de Match qui est là avec nous. Salut Mehdi, comment tu vas? Salut les gars, ça va très bien. Ravi d'être avec vous, un peu de voir ce qui se passe un petit peu ailleurs sur le même genre d'émission qu'on fait sur le TEF. Donc ravi d'être avec vous. Écoute, avec plaisir. Bon, alors, on va revenir sur ce match, alors que voilà, je me dépatouille gentiment. Un but partout, but de Jonathan Klaus, premier but à domicile, premier match aussi à domicile pour le l'OGC Nice de Franck Hez. Avant de parler du match, avant de parler de cette rencontre, des différents faits de jeu, etc., on va parler aussi du contexte toulousain autour de cette rencontre avec toi, Mehdi, parce qu'il y a eu du mouvement, c'est un peu une habitude sur les dernières saisons. Vous perdez vos meilleurs éléments, ça a été le cas avec Mawissa et Tisdalinga cet été, entre autres. Comment s'est passé l'été toulousain après cette fin de saison euh, meilleure que la première partie de saison, on peut dire ça comme ça. Une belle, Oula. largement. Une belle forme à l'extérieur aussi, apparemment. Euh, Comment s'est passé l'été côté Toulouse? Et bien j'ai envie de dire un peu comme tous les étés, on est en train de s'habituer depuis le rachat du club par Redbird, par les Américains, c'est-à-dire que tous les ans, euh, il y a de grosses rotations, tous les ans, il y a des inconnus qui arrivent. La plupart du temps, parce que je pense que vous êtes au courant qu'on fonctionne quand même beaucoup avec la data et avec des mecs qu'on ne connaît pas, tout simplement, quand ils arrivent. Et tous les ans, on est plutôt surpris positivement, dans l'ensemble en tout cas, par toutes ces recrues, avec une progression quand même du club depuis l'arrivée des Américains. Et cet été, ça a été un petit peu la même chose, où on savait qu'on allait perdre certains joueurs. Je pense qu'il y a eu une vente de plus, et c'est la même chose pour tous les clubs à cause de La Brune et de Zone. Voilà, Christian Mawissa, par exemple, je pense que c'était pas prévu à la base, et voilà, bon, ça nous a un petit peu embêtés. Et ensuite, on a deux joueurs qui sont arrivés derrière, là, que vous avez vu ce soir, Cresswell et Mackenzie, voilà, qui sont arrivés derrière pour compenser les deux départs. Et voilà, on attend encore une ou deux recrues, mais toujours pareil, c'est des mecs qu'on ne connaît pas, donc c'est toujours compliqué pour nous les débuts de saison. Euh, on va toujours dans l'inconnu et voilà, et on est obligé de faire confiance parce que sinon on se fait trop de nœuds, quoi. Pour l'instant, c'est vrai que la politique sportive, elle est particulière, mais elle vous a plutôt porté réussite. Avec un titre, notamment. Parce Bah oui. que les finales de Coupe de France, vous les jouez, et c'est bien. Contre Nantes, ouais, vous les gagnez même, c'est pas mal. Ouais, mais vous savez, ça fait très, très longtemps qu'on en jouait pas. Je pense qu'on est un peu dans la même situation au niveau. Alors c'est encore pire de notre côté, mais au niveau des titres, on est un peu pauvre. Donc oui, effectivement, il y a eu ça. Ça a été un peu l'apothéose du premier cycle de, de Redbird, du propriétaire. Et là, on essaye de partir sur une autre chose, c'est l'étape 2 parce que théoriquement, on est censé, alors peut-être pas être au niveau du gym, encore que
savez pas trop où vous naviguez. Moi, j'ai l'impression des fois à Nice. Mais voilà, essayer de jouer l'Europe le plus régulièrement possible, c'est soi-disant l'objectif à Toulouse. Donc, voilà. Ok, ok, ok. Bon, alors le contexte autour de la rencontre a été aussi marqué par l'état de la pelouse, hein. Vous avez vu les images, on en a parlé aussi en début de semaine. Bon, les raisons, on va pas s'attarder là-dessus. Il y a eu des événements musicaux cet été, avec notamment le concert de Travis Scott, qui a entraîné une problématique de drainage, qui a entraîné aussi voilà, un champignon, etc. Je ne suis pas du tout spécialiste, mais la chose est là. Au 25 août, on avait une pelouse qui était absolument abominable, qui aurait pu mettre en danger les 22 acteurs de la rencontre, et qui, selon les dires des deux entraîneurs, était tout simplement impraticable. Obi-Wan, alors qu'on est dans une phase où on parle de mercato, on parle de projets sportifs, etc., comment est-ce qu'on gère ce genre d'événements qui ne sont pas liés au club, mais quelque part qui font partie des acteurs gravitant autour du club, quoi, finalement. Non, mais attends, c'est proprement scandaleux ce qui se passe. C'est scandaleux. T'as l'impression que les mecs, ils sont partis en vacances tout l'été et qu'ils ont débarqué le mardi euh, avant le premier match de championnat et qu'ils découvrent que la pelouse, elle est pourrie, quoi. Moi, c'est vraiment l'impression que ça donne. T'as l'impression que les mecs, ils s'en battent l'œuf. Et, et, euh, alors, t'es pas responsable, c'est Nice, je sais pas quoi, supporter Eco qui est Stadium, je crois. NES, ouais, Nico Stadium, je sais pas quoi, qui est propriétaire, mais c'est proprement scandaleux. On fait 6 matchs des Jeux Olympiques sur ce stade-là. Au sortir des Jeux Olympiques, on a un stade pourri. Et à 5 jours du match, t'as tout le monde qui se réveille, genre, je tire, ça fait vraiment, j'ouvre le parapluie, je me protège. Moi, c'est exactement l'impression que ça me donne. Ça veut dire que on retrouve sur les périphériques du club la même façon de fonctionner, de gérer que ce qu'on gère le club actuellement. C'est-à-dire un peu à l'avenant, quoi. On se réveille, voilà, tout dit beau, on sait qu'il part depuis 9 mois, tu as son remplaçant qui arrive à une semaine de la fin du mercato. Bref, tu as des trucs comme ça. Je veux dire, je ne comprends pas comment on gère ça, cette situation. C'est proprement scandaleux. Et aujourd'hui, on a vu le résultat. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir une équipe où il y avait quasiment 11 joueurs valides, en plus, on joue sur une pelouse qui est scandaleuse. Et puis l'image par rapport au football français et aux téléspectateurs et aux spectateurs, parce que les mecs, il y en a qui ont fait, il y a des mecs de la session Avignon qui étaient aujourd'hui à Nice, hein, ils ont fait 250 bornes pour aller à Nice, pour voir sur un champ de patates, quoi, un match de foot sur un champ de patates avec un niveau technique dont on a vu qu'il était quand même très 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 moyen. Moi je suis, voilà, il y a qu'à Nice que ça pouvait se passer ça. Enfin, vous Matt, regardez, hein. J'ai regardé les matchs de Ligue 2. J'ai regardé les matchs de Ligue 2. Toutes les pelouses étaient impeccables. ouais, et Tous les puis matchs que j'ai vus hier de Ligue 1, pelouse impeccable. Alors qu'après, qu'il y a un peu de difficulté, je veux bien, mais bon, il y a qu'à Nice que ça pouvait se passer, ça. Matt, Je est-ce que ouais, ouais, vas-y, Mehdi. crois qu'on en a vu d'autres quand même. Moi, j'ai vu Ajaccio sur la première journée de Ligue 2, c'était encore pire que Nice, je crois. Où ça? Et, Ajaccio? ouais, Ajaccio, ouais. Non, mais Ajaccio. Non, mais je peux te parler d'Azobrook aussi. Enfin, on parle de vrais clubs de foot, quoi. On parle pas de ma chaîne nationale qui, une fois tous les 20 ans, arrive en Ligue 1. Non, mais attends, non, mais sérieusement. On parle d'un club qui, il y a 2 ans, voulait se comparer au PSG. On parle d'un club qui veut jouer l'Europe chaque année. On parle d'un club où qui a des installations de malades. On parle d'un club qui, ils ont un Anglais là qui s'occupe des terrains d'entraînement. Et on parle d'un club en même temps qui a une direction qui est même pas foutue de présenter à ses joueurs un terrain convenable de Ligue 1. Qu'on arrête de me prendre pour un con. Ajaccio, c'est Ajaccio. Mais c'est bon, c'est des paysans qui travaillent le terrain. Il faut arrêter les conneries, quoi. Alors, Et alors, juste rajouter un truc, nous, il y a eu exactement la même chose, c'est-à-dire que concert en juin des seules stars locales, la Big Flo et Oli, la pelouse du stadium, changement de pelouse, et nous, on a eu la chance, alors il n'y en a pas eu l'euro, hein, à notre décharge, mais en tout cas, la pelouse, elle a été changée, mais pratiquement au dernier moment, et elle a l'air de tenir et d'être nickel. alors, je salue bien sûr tous les supporters et suiveurs ajaxiens qui passent éventuellement par, par cette émission.
il y a aucun problème, aucune animosité, hein. On est là. Je pense qu'on a besoin d'évacuer aussi le peu de football qu'on a. Ajaccio, j'ai de très bons amis ajaxiens, moi aussi. Voilà. Et la Corse, super région, franchement, on adore ça. Matt, est-ce que finalement, ce qui s'est passé, c'est pas, comme le dit Obi-Wan, à l'image du club qui est surtout à réaction plutôt que dans l'action? Ouais, bah, c'est symptomatique. On n'est pas prêt avant le 15 septembre à commencer la saison. En fait, on arrive toujours un mois en retard et c'est répétitif, on le sait, c'est comme ça. On nous parle d'une recrue égyptienne, ça fait un mois et demi qu'on attend le joueur. Le gars, le jour où Regarde, tout est bouclé, problème de c'est visa, je sais pas quoi. C'est pas incroyable quand même. Tout est dur avec ce club, tout est toujours compliqué. Donc ouais, c'est un bon retour en la matière. Franchement, là, le retour au stade, c'était un fiasco. La pelouse n'était pas là, il manquait tout un bout de la tribune sud, c'était une catastrophe. exactement. Et le stade D'accord. était même pas plein, même avec la fermeture. Alors oui, c'est l'été, il y en a qui sont en vacances, il y en a, il fait trop chaud, il y en a, je sais pas. Et le stade, il est pas plein. Donc bref, Et, une et rentrée Tu ratée peux pourtant, comme pas, d'hab. et tu peux pourtant, voir à 20 Nice. et pourtant 25 On 000, avait les maillots, on a eu les nouveaux maillots en début de saison, tu pouvais pas avoir la pelouse, tu vois. Ouais. Donc on aura la pelouse plus tard. et pourtant 25 000 personnes présentes à l'Alliance Riviera cet après-midi, avec Ouais. effectivement la tribune basse de la Sud fermée suite à des incidents. Je sais même plus pourquoi je sais même pas pourquoi elle était fermée. C'était par rapport à quoi? On sait pas. Voilà, on sait pas. T'es allé On- boire une bière à la mi-temps, je Un crois. craquage, je pense, ça doit être les Oui, fumigènes, ah les oui, Madafou oui, de Paris, bon. je pense. Ouais, bon. Alors, le match, messieurs, déjà, peut-être dans un premier temps, la composition. On était bon, 3-4-3, 3-5-2, interprétez-le comme vous le souhaitez. La première de Moïse Bombito, c'était, je pense, l'info la plus importante. Comment est-ce que vous l'avez trouvé, messieurs, sur ce match, Matteo Biwan? Ne vous pressez Vas-y, pas pour y vas-y. aller, hein. Bon, Bito, bah, franchement, pour un premier match, le gars, il est en plein milieu de sa saison. Moi, physiquement, on l'a senti plutôt. C'est pas celui qui m'a paru le plus fatigué à la fin du match. Je pense qu'il est en avance physiquement sur le reste du groupe. Après, il y a quelques moments où on sent qu'il n'y a aucun automatisme avec Dante, mais c'est normal, les gars sont découverts juste là. Bon, après, moi, je trouvais qu'il avait fait un match convenable. Bon, c'était Magri en face, donc petite mise en jambe tranquille pour la Ligue 1, j'ai envie de dire. Là, il est rentré sur un 10, ouais, un niveau 10 sur 20, quoi, sur le milieu de tableau. Donc bon, c'était OK. Moi, j'ai une petite question à vous Ouais. poser par rapport à l'association des trois derrière. Est-ce que pour vous, c'est cohérent et pertinent de voir Dante axe gauche et Bombito dans l'axe? Sous Francaise, c'est pas Oui. cohérent de voir Dante sur le terrain, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'il soit dans l'axe ou sur la gauche, moi je trouve pas ça cohérent. Quand à chaque fois qu'il y a eu un peu de transition, il était mais battu à 15 mètres, obligé de faire des fautes à 60 mètres des cages, c'était compliqué. Et à la relance, ouais, peut-être que le fait de le mettre sur le côté à la relance, ça lui permet de faire ses transversales avec le pied, d'allonger, peut-être d'aller chercher Mohamed Ali Chaud ou Jonathan Klaus. Mais ça va être. Moi, j'attends le troisième central personnellement. Ouais. Écoute, moi j'ai trouvé Bombito plutôt pas mal. Parce que quand on regarde les ralentis, alors j'ai pas vu les 5 dernières minutes du match parce que ta zone a coupé. Je sais pas si c'était le cas chez vous. Mais j'ai trouvé que deux trois fois il était sur les trajectoires. Il y a un 10 là à Toulouse qui deux trois fois a frappé au but. Il était sur la trajectoire, il a dévié le ballon. C'était super dangereux et chaque fois il était super bien passé. Hmm. Effectivement, comme le dit Matt, j'ai trouvé qu'il était physiquement au point. Techniquement, c'est à revoir quand même, parce que j'ai trouvé que techniquement, c'était quand même, Bah, c'était notamment quand même limite. l'action en première mi-temps où, pas aidé par le ballon de Bulka, ouais, il Ouais, rate son contrôle, quoi. ouais, ouais. Et bon, à revoir, mais pour une première, franchement, c'est pas celui qui est le plus à blâmer. Derrière, Ok. Mehdi, derrière. par rapport au 11 toulousain, les forces en présence, on était sur plutôt un 4-2-3-1. Comment tu as senti ton équipe? Comment est-ce que tu as senti, on va dire, la prestation toulousaine cet après-midi par rapport au début de saison? Tu te situes où là par rapport à, on va dire, ton échelle de confiance, on va dire? Alors, juste sur le dispositif, on a fait toute la prépa justement pratiquement en 4-2-3-1. Là, on était plutôt à 3 derrière et c'était plutôt un 3-4-3.
Ok. C'est ce qui nous avait surpris sur le match de Nantes d'ailleurs. C'est ce qu'il avait fait sur le match de Nantes, le coach Novel. Là aussi, il a remis un petit peu la même équipe. Donc voilà, c'était plutôt un 3-4-3. Ensuite, tu veux que j'enchaîne sur le match, c'est ça? Ouais, le match, la prestation toulousaine, ce que t'en as pensé, quoi, finalement. J'ai envie de dire, sur la première mi-temps, c'était un copier-coller, nous, du match qu'on a vu contre Nantes. C'est-à-dire que pendant 20 minutes, on n'existe pratiquement pas. Nice est au-dessus. Même si c'était. Enfin, on va pas se mentir, c'était dégueulasse. On est d'accord, je pense, là-dessus. Sur La le... première mi-temps était difficile à regarder. Ouais, voilà, exactement. Je pense que si t'es pas supporter des deux clubs, c'est pas regardable. Donc, clairement, la pelouse. La pelouse a pas aidé évidemment avec des équipes qui ont peut-être joué un peu contre nature. Voilà, je pense que Francaise c'est pas ce qu'il veut faire et nous à Toulouse c'est sûr que c'est pas ce qu'on veut faire. Voilà, de jouer les seconds ballons, etc. On essaye d'avoir aussi un petit peu plus le contrôle du ballon, ce qu'on n'a pas réussi forcément à faire avec aujourd'hui cet après-midi avec ce pelouse-là. Je sais pas si c'était ça, si c'était oui, mais en tout cas on n'a pas réussi à le faire. Et non, mais globalement on est dominé. En mi-temps, on a quelques situations, mais voilà, comme je vous disais en off, je pense que bon, le but, je pense qu'on est tous d'accord, et comme il y a logiquement refusé, mais il y aurait eu ouverture du score niçois, ça n'aurait pas été scandaleux non plus, parce que sur l'occupation du terrain et sur le nombre de situations qu'ils ont pu se créer, je pense que Nice aurait pu marquer. Ça n'aurait pas été immérité sur cette première mi-temps. Et ensuite, sur la seconde mi-temps, il y a eu deux phases. Une première phase où, pendant 5-10 minutes, ça a été n'importe quoi. C'est parti à droite, à gauche. Et ensuite, il y a eu le but niçois un petit peu plus tard. Et là, on s'est dit, nous, on a l'impression que Nice avait pris le dessus, mais physiquement complet sur ce genre de terrain, avec voilà, des gabarits peut-être un peu différents des nôtres. Et on s'est dit, oulala, ça va être très long. Et puis, il s'est passé complètement le contraire. Moi, j'ai eu l'impression que Nice avait plongé physiquement sur la fin de match. Et où on a, je pense, en tout cas nous, alors on a non, des regrets, peut-être pas, mais on se dit, bon, la pièce, elle aurait pu tomber de notre côté. Et c'est pas le cas, même si Nice a été dangereux encore à la fin et Guillaume Rest, euh, qui est un très bon gardien, a fait le job et nous a sorti une ou deux parades sympathiques en fin de match, quoi. Ouais, Obi-Wan par rapport à l'analyse du match, je pense que c'est assez cohérent. Il y a eu des phases pour les deux équipes. Finalement, ce match nul, il est assez cohérent Ouais, au vu de la prestation ouais. des deux équipes. Alors, je dirais que la première mi-temps, franchement, je ne l'ai pas trouvé dégueulasse du tout, du côté niçois. En tout cas, bien mieux que la seconde. On fait un premier quart d'heure, voire les premiers 20 minutes, plutôt pas mal du tout, où on a l'emprise du match, on gagne tous les duels, etc. On a des phases offensives que j'ai jamais vues l'an dernier. Alors, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, il y en a eu deux, trois. Mais on sent qu'il y a eu, il y a eu vraiment des automatismes qui ont été travaillés, des phases de jeu qui ont été travaillées. Et c'est intéressant. Je rappelle qu'on a une attaque qui est new look, hein, on est d'accord, hein. Donc on n'a pas les titulaires quasiment. À part Chou, on n'a pas les titulaires. Euh, En seconde mi-temps, alors on a ce but en première mi-temps où franchement l'action elle est quand même. Enfin, donnez-moi un exemple d'une action qu'on a fait comme ça l'an dernier. L'action, au-delà de la faute de barre. Franchement, c'est quand même très intéressant ce qui se passe. Et d'ailleurs, ça rappelle un petit peu l'action du but en seconde qui, lui, est validé. Donc une projection vers l'avant, une touche de balle, avec des joueurs qui partent dans la profondeur, etc. Ce qu'on ne voyait absolument pas l'an dernier. Euh, Jusqu'à la 60-65e, c'était plutôt cohérent, trouvé, mais avec une pauvreté dans le jeu déjà qui commençait à m'agacer sérieusement. Et à partir de la 65e, je maintiens, on n'a plus gagné aucun duel. Aucun. Aucun duel. Et l'égalisation toulousaine, elle est parfaitement logique. Et on s'est complètement écroulé. Et je trouve là que par contre, Hez a mis du temps à faire les remplacements. Parce que avant l'égalisation toulousaine, on flanche, on pioche complètement. On n'est plus du tout dans le rythme.
Et je trouve qu'à ce moment-là, il aurait fallu renforcer la défense, il aurait fallu renforcer le milieu, faire rentrer Youssouf notamment beaucoup plus tôt, et stabiliser un petit peu. Parce que devant, ils avaient encore du jus. J'ai trouvé chaud très très dynamique, même s'il a beaucoup de déchets. Voilà, et donc, ouais, non, l'égalisation toulousaine est méritée, et on a beaucoup de chance qu'il ne marque pas le second en fin de match. Matt, ton ressenti par rapport à ce que dit Obi-Wan, est-ce que ça s'est joué sur les remplacements? Je suis en train de regarder en fait les remplaçants sur le début du match. Buonani, Daouda Traoré, Dupé, Camara, Ourakpo, Nanjou, Lotomba, Ndaishimi qui revient de blessure et Brahimi. Est-ce que finalement ce match-là, tu le perds pas aussi par rapport à un manque cruel de profondeur et de fraîcheur à un moment du match où la chaleur et l'état de la pelouse n'a pas forcément aidé? Je vais commencer par le truc par la partie sur les remplaçants, après je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit Obi-Wan, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Mais oui, clairement avec un banc à 100 tu peux faire la différence, sur les entrants en fin de match. On est censé avoir la qualité qu'il faut pour faire justement basculer ce genre de match. Après, je pense qu'il y avait quand même mieux à faire avec les forces en présence. Faire rentrer, enfin, je trouve que Shaw sort à un moment où il fait encore des différences. Passer avec 2 pointes et un 10 pour commencer à faire rentrer un peu de sang neuf quand Ndombele est cramé, ça aurait été une possibilité. Le milieu de terrain a complètement pris l'eau, on en reviendra peut-être sur une section dédiée. Mais après plutôt pour la globalité du match, j'ai trouvé la première mi-temps encourageante au niveau de l'état d'esprit, mais techniquement, dans l'exécution, c'était quand même assez laborieux, c'était vilain. On a vu très peu de phases de jeu réussites et contrairement à ce que dit Obi-Wan, moi, c'est des phases de jeu que j'avais déjà vues l'année dernière. On n'est pas là pour parler Farioli Ball, mais quand on jouait à 3 derrière, notamment sur des matchs de coupe, on avait vu certains matchs où il y avait des grosses volontés de verticalité en passant par les axes. Donc ce schéma de passe là à 3 en appui sur barre, c'est un truc que j'ai justement déjà vu l'année dernière, notamment contre Auxerre. Donc c'est des choses on sait qu'on est capable de faire. Et quand on met des joueurs qui sont taillés pour ça, comme Jonathan Klaus, ben, ça fait but. Et je suis très content qu'il ait ouvert son compteur parce que voilà, quand on met des joueurs offensifs à des postes offensifs, ça marche. Là où j'ai trouvé Melvin Barr vraiment, vraiment en difficulté de son côté dans un match compliqué. Et son remplaçant n'a pas forcément fait mieux, donc un petit peu inquiet pour l'état de notre banc et ben, de notre 11 au global. Euh, J'aimerais revenir sur le but de l'égalisation toulousaine. Euh, En fait, c'est deux beaux buts finalement qu'on a vu cet après-midi, issus de mouvements collectifs de qualité. Il y a donc ce centre au second poteau. Barre est pris dans le dos. Pour vous, qui est fautif? Moi, je vais parler de mon ressenti sur l'action. Difficile d'en vouloir à Barre. Je sais que Matt, tu vas parler sans doute du repli défensif du milieu de terrain à ce moment-là. Je te laisserai y venir. Mais le centre, il est quand même dans les 6 mètres. Il y a une personne qui a le jeu face à lui à ce moment-là. C'est le gardien de but. Voilà. Et ton centre, il est dans les 6 mètres. C'est pas un centre fuyant, rasant. C'est un centre quand même, je pense, accessible. Et puis bah, derrière, il se fait fusiller à 6 mètres. Est-ce que Obi-Wan ou Mehdi, tu peux peut-être répondre. Est-ce que je suis dur si je dis que bah, Boulka finalement est fautif sur ce but-là? Ça met en contexte aussi bah, le match de la semaine dernière où il fait partie aussi de la brochette de joueurs, on va dire, incriminés sur ce but pris. Du contexte aussi par rapport à une revalorisation salariale qui est, on va dire, euh, incontestable par rapport à l'année dernière. Attention, hein, l'un des meilleurs gardiens du championnat qui veut un meilleur salaire, ça s'entend complètement. Maintenant, factuellement, tu prends 3 buts cette saison, il y en a 2 qui sont pour ton gardien. Donc moi, à vos arguments, est-ce que Mehdi, selon toi, je suis un peu dur par rapport à Boulka? Ou bah non, en fait, c'est juste le beau jeu et puis c'est comme ça, tu vois. Ouais, je suis d'accord sur les deux buts qui sont très beaux. Moi, je trouve le niçois encore plus beau parce que c'est le football que j'aime, le collectif. Mais juste ouais, sur le but toulousain, moi, j'ai du mal à incriminer Bulka là-dessus. Quand même, j'ai du mal. Barre aussi, presque, parce que lui, par contre, le ballon le fuit. Vu la trajectoire, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai.
Et puis, enfin, le ballon, il est extrêmement bien donné quand même. Et ensuite, il se fait fusiller. Vulcain, non, oui, non, franchement, j'ai du mal à le comme ça. J'irais plus sur la façon dont les Toulousains s'infiltrent facilement dans les 20 derniers mètres plutôt qu'à la réalisation qui n'a rien à dire. Moi, j'ai une autre occasion qui me vient où je me suis dit, et j'ai dit à tout le monde dans le bar, si je suis niçois, je pète un plomb, c'est la frappe de Magrier sur la barre. C'est-à-dire que Beau fait 30 mètres avec le ballon, il n'y a pas un niçois qui l'attaque, il arrive à l'angle de la surface, même tout petit peu plus loin, il se passe rien, juste il bouge, il fait à peine de feinte, il met un centre à ras de terre, il n'y a pas une niçois qui bouge non plus. Magri, il a à peine bougé, il arrive à envoyer une frappe, bon, qui finit malheureusement pour nous sur la barre. Mais alors là, je suis niçois, je suis mais scandalisé par ma défense et ils Mais, auraient pu être punis là-dessus. Donc j'incriminerais plus le milieu de terrain ah ouais. qui, pour moi, de ce que je connais de Hez, par exemple, Tanguy Ndombele, je le vois pas hyper compatible non plus avec Francaise au niveau des efforts. Alors peut-être que je me trompe, mais voilà, je le vois plutôt là-dessus que sur Boulka. Ouais, Oh, puis je partage complètement ce que dit Mehdi. Complètement. Moi, je trouve que c'est enfin, quand as la remontée de balle toulousaine à partir de la ligne médiane jusqu'au centre qui mène au but, on se fait fumer comme des joueurs de division d'honneur. C'est-à-dire tu as deux ou trois déviations, et notamment la déviation vers l'arrière, ça embarque trois joueurs niçois. Dire franchement, avant qu'ils le fassent, franchement, je suis joueur toulousain, et je suis très amateur. C'est le geste que je fais pour dégager les trois niçois. C'est juste incroyable la façon dont on a défendu. Là, sur l'action qui mène au tir sur la transversale, c'est quasiment la même situation. Il n'y a personne qui attaque le joueur qui est à 15 mètres face au but, qui a tout le loisir de faire la frappe qui a été faite. On va prendre beaucoup de buts cette année si on ne change pas quelque chose, parce que c'est pas possible. On a beaucoup trop de manques. D'ailleurs, les matchs de préparation ont donné déjà cette tendance, hein. On a pris en moyenne 2 ou 3 buts par match. Là, c'est parti. On a eu beaucoup de chance parce que Toulouse n'a pas été précis, mais on aurait pu prendre 2 buts comme à Auxerre, pareil. En fin de match, pareil. C'est très inquiétant, je trouve. Défensivement, c'est très inquiétant. Et pour moi, celui qui m'inquiète le plus dans l'affaire, c'est Klaus. Parce que les actions dangereuses viennent de notre front droit. Il a fait des relances ou des passes au gardien hyper dangereuses, où il avait toute la défense niçoise en difficulté. Je suis quand même très très surpris. Alors offensivement, c'est autre chose, hein, mais défensivement, c'est très inquiétant. Très très inquiétant. C'est-à-dire qu'on passe depuis 1 ou 2 ans d'une défense où on est dans les premières ou deux, troisièmes du championnat à une défense aujourd'hui avec un système de jeu complètement différent. Moi, c'est plutôt l'écart type qui m'inquiète entre les systèmes de jeu et les joueurs dont tu disposes pour le faire, un peu comme le dit Mehdi par rapport à Ndombele, où je pense qu'il faut lui laisser quand même un peu de temps pour monter en puissance. Mais c'est très, très inquiétant où depuis quand même quelques années, on s'appuie sur une défense solide et une remontée de balle qui part de l'arrière à quelque chose que les joueurs ne connaissent pas, quoi. Je trouve que c'est très très à risque. Donc on n'a pas perdu aujourd'hui, on peut s'estimer heureux. Je sais pas où on joue la semaine prochaine. Angers. On joue à Angers. Bon, on verra. Parce qu'Angers, ils sont aussi dans le dur, je crois, parce qu'ils ont dû perdre leurs 2 premiers matchs. Il faudra qu'on soit très très vigilant. Matt, est-ce que justement, bon, le fait qu'on ne soit pas encore à 100%, que l'effectif ne soit pas finalisé, etc., mais aussi le fait qu'on change totalement de projet sportif, enfin, lorsque tu vois le football prôné par Fayoli, même s'il y avait du mouvement, etc., mais là, il y a une prise de risque qui est telle que si tu n'es pas, on va dire, compact et que tes lignes ne sont pas resserrées, tu t'exposes. Et ça s'est passé en deuxième mi-temps, passé l'heure de jeu. Euh, Est-ce que pour toi, enfin, comment dire, est-ce que tu es inquiet par rapport à ce que tu as vu ou il y a on va dire des,
des actions, on va dire des mouvements offensifs où tu te dis finalement, allez, retour du football. Si on gagne les matchs 5-4, finalement ça me va. Bon, pour l'instant, on n'a pas mis autant de buts, mais est-ce qu'il faut pas Mais passer. oui, et totalement. Mais sauf que Faut- c'est totalement ce que je pense. Mais est-ce que tu penses vraiment que là, on a la capacité de mettre 4 buts dans un match avec les joueurs qu'on a? Moi, c'est ça qui m'inquiète. Je veux bien qu'on se mette en danger, qu'on laisse des espaces, mais dès qu'on prend Oui. des transitions, c'est panique à bord derrière. Parce qu'en fait, si on était une bonne défense, et surtout parce qu'on fermait quand même pas mal le jeu, on n'a pas vu beaucoup de transitions dans les matchs de Nice les dernières années. Et là, les Toulousains l'ont bien fait, hein. Ils ont essayé de jouer un peu au retour des vestiaires, de jouer du jeu long. C'était un peu ouais, pas du kick and rush, mais presque, hein. Ça a envoyé des grands tirs devant. Et au final, c'est pas du tout sur ça qu'ils sont montés les plus dangereux. C'est quand on a joué nos coups un peu, euh, un peu à moitié après l'ouverture du score. Et où de toute façon, on n'est pas capable de finir une action proprement devant. Et là sur les contre-attaques, ouais, c'était une catastrophe. On n'est pas au point sur les transitions. Et avec des joueurs comme Dombele, comme Klose, qui sont pas les plus. Dombele, on l'a déjà vu là sur des pertes de balles, pas faire l'effort. Ça va être compliqué. Il va falloir une grosse rigueur. Donc moi, je veux bien, hein, qu'on soit en dilettante sur les replis. Malheureusement, on avait un joueur qui pouvait sauver ce genre de situation, c'était Todibo. On l'a plus. Ça, il va falloir qu'on se le mette bien comme il faut dans le crâne. Et il va falloir qu'on soit tueur devant. Si on veut jouer à ça, il va falloir qu'on soit tueur devant. Et ouais, si on gagne tous nos matchs 4-3, 5-4, je serais le plus heureux, hein. Mais je vois pas du tout comment on met autant de buts dans un match aujourd'hui. Donc, et je pense qu'on n'a pas les joueurs pour le faire défensivement. On n'a pas forcément les joueurs aujourd'hui pour le tenir. Donc, on va voir comment ça va évoluer. C'est en recherche, on est en transition. On a encore des vieux débris qui datent de plusieurs années dans l'effectif, des joueurs qui sont là depuis 4-5 saisons. Mais ouais, assez sceptique. Et en tout cas, juste pour en revenir quand même un petit peu sur le but toulousain qui était le déclencheur de ça, c'est une très belle transition. Et le centre c'est Mgo, c'est ça? Beau, c'est le meilleur joueur de l'équipe depuis 6 mois. Et elle est super bien enroulée, ça passe. Moi, je pense au départ du centre, Boulka se dit pas qu'il va pouvoir sortir parce qu'il la travaille, sa balle. Et le seul qui peut faire quelque chose, c'est Barre. Après, ouais, peut-être Boulka peut fermer son angle, mais putain, il la reprend tellement bien le Toulousain que bah bravo, quoi. C'était Ouais, mais un beau but. pour Pour moi, moi, c'est avant. Pour moi, c'est sur les c'est. transitions, Je on n'est suis pas d'accord, bon. je suis d'accord. Pressing à la perte, on n'est pas bon. Enfin, on n'est plus bon. Parce que la première mi-temps, en fait, on l'a presque bien fait. Mais dès que tu commences à manquer de jus, puis sur une pelouse comme ça, où je pense revenir en plein sprint, t'as peur de te faire une cheville, quelque Bien chose, sûr. c'était pas propice. Mais au moins, ça a été le match qui a bien mis en lumière toutes les faiblesses de cette équipe. Et là, clairement, la transition, aussi bonne elle a été offensivement, parce que je trouvais qu'elle était plutôt bonne offensivement par rapport à ce qu'on a connu. Alors Mehdi a peut-être eu mal aux yeux sur les transitions niçoises parce que c'était pas toujours bien joué, mais pour nous, c'est vraiment une progression, c'est dire comment on vient de loin. Et défensivement, par contre, c'est catastrophique. Ah ouais, Mais c'est catastrophique. après, je suis d'accord pour dire que la situation de Magri, le tir sur la barre, alors, il me semble que ça intervient avant l'égalisation. Oui, Donc ça a été un Oui. avertissement qu'on n'a pas su finalement emmagasiner Ah, oui, oui, oui. à temps. Mais Mm. moi, je pense quand même qu'il y a quand même une part de responsabilité dans le sens où Bouka fait 2 mètres. Bouka, il est géant et qu'à ce moment-là, même si tu sais que tu peux être juste, bah tu mets les points, t'arraches tout en fait. Tu dois être souverain dans tes 6 mètres. Enfin voilà, moi j'étais gardien en district, on me disait pas grand-chose, mais on me disait par contre Un dans les mec 70. voilà, mais on me disait dans les 6 mètres, peu importe ce qui se passe, que tu sois sûr ou pas de récupérer le ballon, tu dois t'imposer en fait. Et là, pour le coup, je l'ai trouvé un peu trop laxiste sur cette action-là, même si effectivement, et vous l'avez bien précisé, messieurs, ça se passe sans doute avant. Euh, on va parler effectivement, peut-être dans un deuxième temps, de toute la partie mercato. Mais il y a un élément qu'on n'a pas parlé, dont on n'a pas parlé en amont du match, c'est les prolongations. C'est un peu dans le désordre, hein. C'est une reprise. Il faut que tout se remette en place. Mais il y a des prolongations qui ont eu lieu. Celle de Evan Guessant, celle de Antoine Mendy aussi, celle de Camara, le jeune Camara, Orakpo qui prolonge un an supplémentaire. Euh, on va surtout peut-être parler d'Evan Guessant qui était courtisé par plusieurs clubs. On sait qu'il a une carte à jouer en tant que titulaire avec les absences de Laborde et Mofi. Juste petite parenthèse sur Guessant, Obi-Wan, la prolongation, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que
pour toi, c'était la bonne décision finalement que de miser sur un joueur issu du club qui est sur une progression, on va dire, linéaire par rapport à l'année dernière, qui sort quand même d'une belle saison. Est-ce que pour toi, c'était la juste décision finalement? Ben, tu peux pas ne pas prolonger un des rares jeunes qui sort du centre de formation, qui je crois est à l'OGC Nice depuis l'âge de 12 ans ou 13 ans. Donc ça fait plus de 10 ans qu'il est à Nice. Tu peux pas prôner une politique et ne pas donner des preuves de cette politique. Donc ça, je parle sur l'aspect stratégie et communication du club. D'accord. Voilà. Moi, je trouve que moi j'aime bien ce joueur. Alors techniquement, aujourd'hui, il m'a un peu agacé parce que il a fait un combo, il a fait un résumé des défauts ou des carences qu'on pouvait lui constater l'année dernière. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, il a pas été bon techniquement, il a raté beaucoup de contrôles, beaucoup de situations, il aurait dû faire beaucoup mieux que ça. Et en plus, la situation fait qu'on n'a pas trop le choix, quoi. On n'avait pas trop le choix que de le prolonger et de lui vouer tout l'amour qu'on pouvait avoir pour lui, parce que de toute façon, il est tout seul. Voilà. Il n'y a plus Laborde, il n'y a plus Mofi, il y a Orakpo qui a digibalé, qui est quoi? Il est nigérian, c'est ça? Un jeune prometteur, certes, mais qui sort de l'élite, quoi. Et donc, je dirais qu'il était là au bon moment. Moi, son match aujourd'hui, je le trouve très, très, très moyen. Très moyen. Il donne une passe D à Shaw en première mi-temps. Malheureusement, le but est refusé. C'est à peu près son seul fait d'arme aujourd'hui. Il a un peu pesé sur les défenses, mais techniquement, c'est quand même compliqué pour Guessant. Matt, si tu as quelque chose à ajouter sur Guessant ou sur les prolongations de manière générale qui ont eu lieu là récemment. Je suis content déjà de les voir arriver, ces prolongations, parce que je trouve qu'elles sont ciblées sur les bons joueurs. C'est des joueurs qu'on veut voir prolonger, c'est des bonnes décisions. Moi, je serais curieux d'avoir le ressenti de Mehdi sur Guessant, parce que bah, c'est un petit du club. Nous, on n'est pas. Moi, j'arrive pas du tout à être objectif. Quand c'est un petit du centre, j'adore. Il faut l'être pourtant. Ouais, mais c'est dur d'être objectif. Moi, Eh ouais, mais il faut l'être je parce te que tu pardonne dois leur énormément de demander choses. la même chose que les mecs que tu as payé 20 bâtons. Ça veut dire à un moment donné, tu as 11 joueurs, tu n'en as pas 50, quoi, tu vois. Mm. Et tu peux pas faire du social. C'est-à-dire Non, et mais moi, je trouve qu'il est méritant, Guessant. Hein. Je trouve qu'il est méritant. pour Guessant et Mendy, j'ai pas Et l'impression qu'on fasse du social non plus. Je pense ils méritent leur place, pour le coup. Mais, oui, tu vois, mais moi, je veux bien la vie extérieure de Mehdi. Qu'est-ce qu'il a pensé de la prestation de ces deux jeunes-là? Parce que c'est des petits du centre et ça fait une éternité qu'on n'a pas sorti de jeunes qui a brillé, quoi. Evan Guessant, en tout cas, nous, l'image qu'on en a, on le voit comme un futur bon attaquant de Ligue 1, en fait. Nous, c'est l'impression qu'on en a de l'extérieur, avec encore quand même une grosse marge de progression, notamment technique. Voilà comment on le voit. Ensuite, Mendy, j'avoue que je l'ai rarement vu jouer. Et aujourd'hui, je ne l'ai pas trouvé nickel, nickel parfois. Après, à sa décharge et à la décharge de Klose, le seul mec qui est un peu remuant à Toulouse, c'est Yann Bo. Et honnêtement, alors je ne sais pas jusqu'où il ira lui, si c'est vraiment juste sa période ou pas, mais il met en difficulté à peu près tout le monde depuis qu'il arrive à Toulouse, n'importe qui. Donc que ça soit pour Klose et Mendy, enfin voilà, et pour Mendy qui était concerné la défense centrale côté droit. Je pense qu'il a appris aujourd'hui avec ce genre de mec et il n'a pas été largué non plus. Donc voilà. Mais c'est bien, nous on aime bien aussi avoir les mecs du club qui montent et qui restent chez nous. Nous, on en a qui sont partis cet été, ça nous fait mal au cœur. Donc même s'ils sont parfois un poil moins bons, s'ils peuvent servir entre guillemets qu'à la rotation, même si je pense que Guessant il peut faire plus que ça de ce que j'ai pu en voir, gardez-les. Gardez le plus longtemps que vous pouvez et en espérant qu'ils aient l'amour du club et qu'ils donnent au max, quoi. Et puis, quelque part aussi, c'est un levier économique pour un club. Ça coûte moins cher que de former un joueur que d'acheter des joueurs avec voilà, toujours un doute hein, sur le potentiel, sur le niveau certain. Et puis, en tant que supporter, tu te dis que tu vas être
plus indulgent, même s'il y a des contre-exemples qui existent, hein. Je pense notamment à Malansar, qui avait commencé très haut et très fort rapidement, et qui avait connu quelques difficultés, pas aidé effectivement par un positionnement, je pense, latéral gauche. Mais ouais, je vous rejoins là-dessus sur ces bonnes nouvelles. Mehdi, on va pas te garder encore très très longtemps. J'aimerais juste avoir ton ressenti un peu on va dire sur ton homme du match, côté Toulouse ou côté Nice. Qui tu sors du lot véritablement sur cette rencontre, et qui t'a, on va dire, déçu sur ce match-là. Alors niçois, ça va être facile. Dante, moi, m'a pas mal déçu, mais je pense que le système n'y est pas forcément favorable, ou en tout cas pas à ce poste-là, plutôt dans l'axe. J'aime beaucoup Boudaoui, moi je suis fan de Boudaoui, qui est capable de s'adapter à plein de choses, qui court partout. J'aime beaucoup ce mec-là. Et ensuite, côté Toulouse, le côté gauche, globalement, qui a été plutôt performant. Alors plus sur la deuxième mi-temps pour Donum, qui est un peu nouveau à ce poste-là. Il jouait pas piston, hein, ce mec-là, il jouait plutôt ailier l'année dernière chez nous. Avant, il a joué piston. Et c'est un peu une découverte et une bonne nouvelle parce qu'on savait pas quoi en faire de ce mec-là. Et clairement, c'est cool pour nous. Et donc, Beau, évidemment. Et bon, Caceres qui est capable de faire chier tout le monde. Mais c'est un match constant pour lui. C'est la même chose tout le temps. Voilà. Et ensuite, je sais pas si vous avez pu jeter un œil aux Toulousains, mais moi, il y a un nouveau Mackenzie qui était central gauche, qui a pour moi pas fait une très très bonne première, pas hyper rassurant pour nous. Et alors il y a son copain, l'autre Z là, Kamanzi, qui est latéral droit piston et qui pareil, alors que l'année dernière on avait Nickel Dessler, je sais pas si vous connaissez un Ouais. petit peu, qui était ultra régulier, qui n'était pas un crack mais qui était ultra régulier. Et Kamanzi, pour l'instant, ça fait pas trop la maille. Et on a Sidibé derrière. Sidibé, on sait pas trop dans quel état il est non plus, le champion du monde là. Puis est-ce que Donc il a encore le coffre pour jouer piston, quoi, tu vois, c'est ça. exactement, c'est la question qu'on se pose. Après, moi, on n'est pas trop inquiet au club pour ce poste-là parce qu'on a un petit jeune, alors qu'on est un peu étonné d'ailleurs qu'il y ait le recrutement de Sidibé qui est pas trop mal, la Rafik Messaï, voilà, qui pourra peut-être tenir la route. Donc, voilà, on a de quoi aussi à ces postes-là. On est plus inquiet devant, hein, pour voilà, Magri qui a été fantomatique sur les 2 matchs qu'il a joués. C'est pas forcément sa faute non plus, j'ai envie de dire. Il a été assez mal servi. Donc il nous faut un attaquant, nous, sur la fin de saison, sur la fin de mercato. Voilà. Mehdi, pardon, un grand merci à toi pour ta venue. On salue les copains aussi de la feuille de match. Également de Emmanuel de desviolets.com qui m'a mis en relation avec le média auquel tu appartiens. On souhaite une bonne saison au TFC, un maintien le plus rapidement acquis, je présume. Même, oui, tranquille, mais même, voilà, au moins la même chose que l'année dernière, autour de la 10, 8e place, sans trembler, on sera content. Merci à vous pour l'invitation, les gars, et vous êtes invités à venir chez nous lors du souhaité. Ah, ça marche. Merci à toi. Passe une très Avec très bonne plaisir à soirée. Toulouse, avec plaisir. Bonne soirée, les gars. Ciao, ciao. Alors, bonne continuation. Messieurs, on va rebasculer sur la partie, on va dire, OGC Nice. A été mentionné Hichem Boudaoui. J'aimerais avoir un peu votre ressenti sur, T'as un sur... problème de scène. T'as un Ouais, problème ouais, de scène. ouais. Je vais gérer ça. Je vais gérer ça, t'inquiète pas. Juste, Hichem Boudaoui, vous en avez pensé quoi sur ce match-là? Obi-Wan, tu veux que je fasse l'accusation puis tu le défendras après? Parce que moi, Ouais, c'est pas voilà. du tout mon homme du match. C'est? Moi, c'est pas du tout mon homme du match, loin de Ah là. ouais, Ouais, ok, d'accord. moi je vais le Ok, charger. Donc tu veux le d'accord. défendre ou tu vois, tu le défends après? Ah oh non, mais je le défends, vas-y, attaque. Vas-y. Ben moi, Fikram Boudaoui, je l'ai trouvé fantomatique dans les phases de relance, hein, sur les, sur les phases placées. Il se cache derrière de marquage adverse. La relance est quasiment toujours passée par la gauche. Donc sur un circuit laborieux, Dante, Barre, Dombele. Je l'ai trouvé très fébrile, ouais, donc dans notre moitié de terrain. Dans la moitié de terrain adverse, ça va un peu mieux. Mais pour un mec qui est censé avoir un coffre comme on n'en a jamais vu, sur les phases de transition défensive, je l'ai trouvé trop léger, trop fébrile. Pour moi, pour le but qu'on prend, c'est de sa faute. C'est lui qui lâche Beau. Et tu n'as pas le droit de lâcher le meilleur joueur adverse au marquage alors que c'est son joueur. Je ne sais pas pour quelle raison il le lâche en plein milieu du repli. Beau récupère la balle, il a tous ses joueurs à 10 mètres. Et vu qu'il est à contre-pied, Boudaoui peut même pas revenir dessus, ça nous coûte cher. Et même la barre que mettent
que mettent les Toulousains, c'est encore dans sa zone. Donc défensivement, je pense que c'est pas l'homme qu'il nous faut à côté de Jonathan Klaus. Même si offensivement c'était sympa et sa passe décisive, il m'a régalé. Donc joueur de transition, Boudaoui c'est bien, mais il va falloir être un joueur de transition défensive et se montrer peut-être un peu plus disponible à la relance parce que c'est pas possible de se cacher. On a que 2 milieux de terrain maintenant dans le schéma francaise et j'ai pas l'impression qu'on avait 2 milieux de terrain pour la relance en première mi-temps. Ah, je le trouve super dur avec Boudaoui. Super dur. Enfin, quand je vois le match qu'a sorti Boudaoui aujourd'hui par rapport à celui de Rosario, et comparativement Ndombele sur 60 minutes, je trouve que c'est super dur. Moi, j'ai trouvé que défensivement, c'était celui qui était le plus au point dans le milieu. C'est celui qui a couvert le plus de terrain, qui a essayé de couvrir les brèches qui étaient créées par le non-repli de ses collègues du milieu de terrain, et notamment Ndombele, parce que, parce que ça a été le cas. Offensivement, je trouve que d'abord il a récupéré pas mal de ballons. Offensivement, il y a 2-3 situations dangereuses. C'est lui qui amène les situations dangereuses aussi. C'est lui qui fait la passe D sur Klaus, de mémoire. Je crois que c'est lui Ouais, Ouais, c'est c'est lui, lui. ouais. qui la met dans les 6 mètres. Il s'est mis minable et je trouve qu'il est allé au-delà de sa tenue de fonction, quoi. Et il s'est trouvé bien seul. Sur l'égalisation toulousaine, il fait partie des 3 joueurs qui se font complètement fumer sur une talonnade où il y a 3 joueurs qui sont embarqués, alors que franchement, encore une fois, tes joueurs amateurs, tu la vois arriver comme c'est pas possible, cette talonnade. Donc bon, voilà, je mettrai ça sur le compte de la fatigue. Et encore, je crois que c'est lui qui est à la limite, qui est tout près de contrer cette talonnade. Ça serait intéressant de regarder je En fait, c'est regarderai lui le qui y résultat. va. C'est lui qui y va, mais il doit pas y aller, il doit rester sur son joueur. Et du coup, Eh ouais, ouais, mais Mbo la non. reçoit, il est tout seul. Ah vraiment, Ouais, je te laisserai regarder le ralenti. Sur le ralenti, c'était criant parce que quand il reçoit le ballon, le Toulousain, moi je suis comme un fou, je me dis mais comment il est tout seul? C'est le joueur de qui? Et DAZN a fait un truc bien sur ce match, c'est qu'ils ont remontré le mais, ralenti mais de toute l'action. tu vois, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, on charge le seul mec qui a, je trouve, dépassé sa fonction sur cette action-là, alors qu'il veut aller aider ses collègues, parce qu'il sentait que ses collègues, Klaus, défensivement, je pense qu'il n'a pas du tout rassuré Boudaoui, c'était le premier joueur. Et le deuxième, je ne sais pas si c'est pas Mendy, c'est peut-être Mendy, je Ouais, c'est eux crois. deux. C'est eux deux, ouais. C'est Mendy. Mendy, bon, il n'a pas été rassurant sur la deuxième mi-temps. Il faisait des fautes à la con. Enfin, voilà, quoi. Il en a fait une autre après qui a mis un coup franc à 18 mètres. Moi, franchement, tu vois, j'ai été à son poste en plus quand j'ai joué amateur. Alors, c'est pas pour comparer, évidemment. Mais dans une situation comme ça, tu vois, tes copains qui ont été dans la difficulté tout le match, ben, t'y vas. Tu te poses pas de questions, t'y vas. Ça a été sûrement une erreur, hein, sûrement. La preuve, il y a eu l'égalisation. Mais franchement, tu te dis, allez, j'y vais, quoi. Je mets ma rate et mes poumons sur le terrain. Et c'est lui qu'on charge. Alors je trouve que sur l'intégralité de l'action de Toulousain, tous les joueurs niçois n'ont pas joué leur rôle parce que les mecs au milieu de terrain, ils ont fait ce qu'ils ont voulu, comme à un niveau DH. Voilà. On n'a pas été agressif. Je veux dire, là, pour le coup, je regardais les stats. On a fait 12 fautes, on prend 4 cartons. Donc déjà, merci l'arbitrage, hein. Puis, comment il s'appelle l'autre là? Pignard. De chez Pi. Non, ça c'était De de chez chez Pi. Pieux. Ouais. On fait 12 fautes, on prend 4 cartons. Toulouse fait 21 fautes, un carton. Donc juste, c'est une parenthèse. D'accord? On peut pas faire une faute là, sérieuse là-dessus? Franchement? On mène 1-0, on est à la 75e, 80e. On peut pas envoyer du lourd là-dessus? Ah, c'est fini le Non, Far on a été Ball, hein. trop gentil, beaucoup trop gentil. Non, mais c'est vrai que, enfin, je pense que cette action-là, il a manqué peut-être un peu de. Ça va être dur, hein, mais d'intelligence. C'est-à-dire que tu fais une faute peut-être qui te permet d'éviter une occasion et d'éviter un but.
Mais globalement, j'ai pas non plus trouvé le milieu de terrain impressionnant. La première mi-temps, au global, je nous ai trouvé bons sur les seconds ballons, parce que de toute manière, on avait du mal à jouer au foot sur cette pelouse, hein. Ça s'est vu aussi pour Toulouse. Mais pour Boudaoui, parce que c'était un peu l'objet du débat, mais je suis totalement schizophrène sur Boudaoui. À des moments où on l'attend plus et on se dit qu'il est en fin de cycle, qu'il doit partir du gym, il nous fait une grosse prépa, il marque et il se montre indispensable. Là, sur le début de saison, c'est sans doute l'un des hommes forts. Alors, c'est assez exceptionnel ce qu'il a fait, mais au sens premier du terme, parce que c'est pas quelqu'un qui stade beaucoup. Et je pense même que c'est ce qui aujourd'hui est un indicateur au fait qu'il a du mal à franchir un cap. C'est ça manque de stats, ça manque de passes D, ça manque de buts. Et puis Boudaoui, c'est quoi? Boudaoui, c'est quoi? C'est un 8 en double pivot, c'est un 6, c'est un 8 dans un milieu à 3. En fait, on ne sait pas, c'est un milieu droit, c'est un ailier droit. On a vu peut-être sa meilleure version sous Urcea parce qu'il était utilisé dans ce poste de numéro 6. Moi, je sais pas. Je pense que la dimension physique, elle est chère à Hez. Elle est même très chère au système de Franck Hez et qu'aujourd'hui Ndombele n'est pas à 100%, que Rosario, il a récupéré quelques ballons, mais on sait que c'est pas non plus un gars qui va aller dans la surface adverse pour finir une action. Que Boudaoui là était plutôt bon et j'ai trouvé le couloir droit plutôt intéressant. Klose, Shaw, Boudaoui, ça fonctionnait mieux que Bar, Guessant, Ndombele pour comparer. Matt, je te vois. J'aurais pas mis Guessant dans le côté gauche, Bah, c'est J'aurais mis Rosario, parce qu'en fait pour moi, Ndombele a occupé le poste de Shaw, mais à gauche. Il était tout le temps entre le piston et l'attaquant, c'était cette espèce d'attaquant de soutien, ce milieu offensif excentré pour moi, Ndombele sur ce match. Je l'ai pas vraiment Ouais. vu. Défensivement, il redescendait peut-être un peu plus que Shaw pour densifier le milieu de terrain, mais c'est tout, hein. Matt, ça veut dire aussi que Kez ne fait pas confiance au côté gauche à Brahimi et Bonani. Point. C'est ça que ça veut dire. Après, C'est-à-dire oui, qu'il normal, Buonanni, c'est la doublure de Shaw. C'est un ouais, gaucher, il va évoluer sur le côté droit. Nos deux joueurs qu'on est censé avoir à ce poste-là, les deux étaient côte à côte en tribune, c'était Diop et Boga. Et cette image, elle est terrible. Il y a 45 millions, je crois, assis côte à côte enfin, dans les tribunes, et ouais, les on a deux pris le joueurs prix de sont la au peine. même poste. On avait eu un débat dans cette émission de savoir si ça valait le coup de mettre autant d'argent sur le même poste. Force est de constater que ouais, Ouais. fallait investir en double. Et pour revenir un petit peu, pour développer un peu sur Ndombele, moi je trouvais son match intéressant. Il a du ballon, franchement, je pense qu'il a rassuré beaucoup de Niçois. J'ai vu sur les réseaux des réactions plutôt positives sur son match. C'est vrai que balle au pied, il apporte quelque chose qu'on n'a pas vu depuis un moment à l'OGC Nice. Après, le type, il a 60 minutes de jeu voilà, dans le coffre. Ouais. Il ne peut pas faire plus de 60 minutes, il était cramé. Donc, Et puis il joue où dans le milieu de terrain? Parce que moi je suis désolé. Alors techniquement, effectivement, il a un truc. Moi je trouve qu'à l'heure actuelle, on est surtout rassuré par rapport, on va dire, à son investissement et à son football que foncièrement convaincu, parce que c'est encore trop tôt. Mais c'est quoi? Dans un double pivot, est-ce que son intensité défensive et le fait qu'il gagne les duels, ça a rassuré pour autant? Moi, dans un double pivot, franchement, tu mets un Ndombele Boudaoui ou un Ndombele Rosario, défensivement, surtout avec les complications qu'on voit sur les dernières semaines, j'ai pas l'impression que Hez ait encore trouvé la meilleure formule, en fait. je pense Non, que là, il a dépanné, lui. Là, pour moi, il a dépanné. Il n'est pas du tout à son poste, Ndo, mais moi, c'est sûr. moi, il y a deux choses. Quand j'ai vu la compo de base, enfin, quand j'ai vu le 11, je me suis dit qu'en fait, il allait mettre Ndombele en 10 pour faire sa vieille recette qu'il avait il y a longtemps à Lens avec un 10 et deux attaquants. Et je me suis dit, ouais, chaud Guessant devant, c'était pas déconnant. On l'a pas vu et j'ai pas l'impression qu'on va le voir cette saison, en fait, ce Non. schéma-là. Du coup, pour moi, une grosse partie de la réponse sera le retour de Ndaye Chimie, qui est pour moi, au vu de ses qualités, hein, le joueur le plus aise compatible de notre milieu de terrain. Et si on a Ndaye Chimie en forme, on mettra l'autre mec le plus en forme à côté. Donc que ce soit Boudaoui ou Ndombele, faudra voir la concurrence, mais
de mon point de vue, la solution viendra là parce que je pense pas qu'il y aura de recrutement. Pour toi, Et c'est Youssouf qui devrait remplacer un peu ce que faisait Ez avec Fofana. C'est Seko, comment il s'appelait? Seko C'est Fofana? Kofana. Ouais. difficile ouais, Seko Tu crois Fofana, que- difficile tu d'associer crois que- le profil. tu crois En Breaking termes de news. densité, Breaking news. Ah, Youssoufa c'est quoi? Moukoko. Il y aurait un accord pour Youssoufa Moukoko. Bon, Coco, celui de Dortmund? Ouais. Prêt avec option Oh. d'achat, apparemment. Je voulais lancer le sujet Nil Mopé. bah voilà. Coco. Donc, c'est l'équipe qui en parle. Voilà. Nice espère pouvoir compter sur Youssoufa Moukoko avant la fin du mercato. Le gym s'est mis d'accord sur le plan contractuel avec le joueur de Dortmund. Il reste néanmoins encore des choses à régler entre les deux clubs autour d'un prêt avec option d'achat. Le club azuréen est tombé d'accord sur le plan contractuel avec le joueur, mais pas encore avec le club allemand. Donc, Il joue pas, lui, Moukoko, c'est quoi? bah, C'est un attaquant, ouais. c'est un attaquant qui a démarré très fort du côté de Dortmund, qui était vu comme étant la pépite du football allemand. Et finalement, il s'est un peu perdu sur les dernières années. Il a dû être prêté ou il a dû connaître des blessures. Bref, euh, il est un peu dans le creux de la vague, mais c'est encore très jeune. C'est encore vraiment très très jeune. Et voilà, hein, ça va vite. Ça peut jouer à deux devant et puis ça a besoin de se relancer. Hein. Faut voir les conditions. Faut voir les conditions. On en reparlera Il est parce gaucher ou droitier? gaucher. Gaucher? Ouais. Mais je crois qu'il est pas mal à l'aise, enfin pas mauvais du pied droit, si mes souvenirs sont bons. Mais à voir. On parlera du mercato peut-être un peu plus tard. On va juste finaliser sur le match et le milieu de terrain. Obi-Wan, pour toi, Youssouf, vraiment candidat alors, tu le dis, ça me fait penser à l'arrivée, etc. Au fait qu'il était annoncé comme un défenseur central, mais c'est vrai qu'il avait joué même milieu de terrain sous Digard. Et on le voyait aussi régulièrement se projeter devant lorsqu'il était au milieu de terrain. Est-ce que pour toi, Obi-Wan, les problèmes qu'on rencontre au milieu de terrain actuellement, euh, eh bien, voilà, Youssouf, il n'a pas son mot à dire finalement s'il décide de redevenir un joueur professionnel. Ouais, c'est ça en fait. En fait, tu as la réponse dans ta question. C'est est-ce qu'un jour il va décider de redevenir un joueur professionnel? Quand il est revenu, les premiers mois, c'était quand même très très bon. Sur ces derniers mois, et notamment à la fin de saison, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Il devait partir, il était plus Farioli compatible, il était blessé. Je sais pas où il en est de sa préparation début de saison. Là, il est rentré quelques minutes. Franchement, il a plus parlé avec l'arbitre que ce qu'il a joué au foot. Moi, je comprends plus ce joueur, quoi. Donc, est-ce qu'il est compatible avec le système EZ? Je vois pas un Youssouf avoir le rôle que pouvait avoir Seko Fofana à Lens. À la limite, celui qui pourrait l'avoir, c'est Ndombele. Le problème, c'est que Ndombele part de très très loin, quoi. De très très loin. Défensivement, t'as un Donc, univers. Fofana et Ndombele, quand même. donc, je ne sais pas si Ez, à l'heure actuelle, avec les joueurs qu'il a à sa disposition, pourra reproduire le système de jeu qu'il y avait à Lens. Et on a commencet à avoir quelques fractures aujourd'hui, quoi. Quand il y a eu des transitions toulousaines, on était complètement à la rue, on était coupé en deux en Ah deuxième oui, mi-temps. cette Mais, partie-là, mais, cette partie-là, après l'heure de mais- jeu, quand il y a eu la salve de changement, ah oui, flippant. mais, mais en face, tu as Toulouse. Demain, tu as Lyon, Monaco, Paris, Rennes, machin. Tu prends des tôles, quoi. Tu prends des buts, c'est sûr. Et donc, moi, aujourd'hui, pour moi, Ez n'a pas les joueurs pour jouer son système. Donc, il va falloir qu'il soit intelligent. Est-ce qu'il sera intelligent? Je pense qu'il est intelligent et c'est un super manager. Est-ce qu'il saura adapter son système pour s'adapter à ses joueurs? Voilà, moi je suis pas à sa place, hein, mais je me pose vraiment des questions sur la compatibilité des joueurs avec le système que veut faire Ez, euh, avec l'état de forme en plus actuel des uns et des autres. C'est, je sais pas. Alors, on a parlé du milieu de terrain, on a parlé des joueurs derrière, d'Antoine Mendy, de Bromito. Matt en a parlé, Dante. Est-ce que c'est vraiment inquiétant pour vous? Alors, on a eu cette discussion et ce débat pendant le match. Matt, j'ai mentionné un peu le sujet en début d'émission.
est-ce que finalement, c'est pas le mettre en difficulté que de le mettre à gauche? Parce que lorsque je vois le Pablo Rosario à Auxerre la semaine dernière, dans ce rôle central, mais premier relanceur, une sorte de quarterback qui va justement toucher au sol ou en l'air les joueurs devant, tu vois, j'imagine un peu plus Dante faire ça. Après, effectivement, ça l'expose. Mais est-ce que c'est pas mettre en difficulté aussi l'équilibre collectif et défensif de jouer avec Dante? À titre de comparaison, l'année dernière, Lens, ça joue avec Grady, ça joue avec Danso, ça joue avec Medina. Des joueurs quand même qui ont une certaine vitesse, une certaine vivacité. Quel est votre avis là-dessus? Est-ce que pour vous, il y a un début de problématique? Oui, pour moi, oui. Ça veut dire qu'à aujourd'hui, on ne pourra avoir la réponse à ta question que le jour où Dante sera suspendu ou blessé. Avec l'arrivée de Toutankhamon, là, euh, et voir si on peut faire une nouvelle paire ou un nouveau schéma de jeu avec des joueurs avec des profils différents. Je parle d'Abdelmonem bien sûr et de Bombito. Pour voir comment on peut jouer, parce que effectivement aujourd'hui, de toute façon, Dante il est indévissable. Aujourd'hui, il n'a pas fait un match exceptionnel. Que je me rends compte aujourd'hui que la présence dans une défense à 4 avec Barre à côté et Todibo, c'est pas la même. Mm. Aujourd'hui, il avait que Bombito à côté. Barre était beaucoup plus haut dans le schéma de jeu. D'ailleurs, sur le but de Klos, Barre, c'est lui qui est sur la ligne de but, hein. Si vous regardez les images, c'est quand même assez frappant. Et donc, effectivement, ça le met un peu plus en difficulté. Et donc, je pense que assez rapidement, je l'espère en tout cas, et là, je vais aller un peu dans le sens de Matt, même si j'adore Dante pour toute sa carrière, pour tout ce qu'il a apporté à la stabilité du gym derrière, on doit pouvoir assister assez rapidement à un système défensif transitoire ou innovant ou nouveau à Nice, c'est clair. Donc l'Égyptien, je ne sais pas dans quel état physique il va arriver, parce qu'il y a aussi ça, hein. Je Et crois qu'il ouais, est parce que complètement en cramé. l'état, en Complètement l'état, tu cramé. as Mendy, tu as Bombito, tu as Dante, tu as Abdelmenem, tu as Youssouf, tu as Rosario qui peut jouer derrière. Il y a quand même 6 joueurs. Oui, Il y a mais des bon, solutions. En partant oui, du principe que oui, soit Rosario, soit Youssouf passe au milieu de terrain, tu as 5 solutions pour 3 postes. Donc, oui. est-ce que finalement Abdelmenem, qui a la possibilité de jouer axe gauche parce qu'il joue très régulièrement dans une défense à 2 axe gauche, est-ce que c'est pas la succession de Dante finalement? C'est bizarre de dire ça parce qu'on n'a pas encore vu évoluer sous nos couleurs. Mais bon, je me dis que, alors certes, c'est pas clinquant, c'est pas du 20-25 millions d'euros, mais quelque part, on récupère un joueur qui doit franchir un step en Europe, mais qui a des références dans son championnat, en équipe nationale, également sur le continent africain. Bah, écoute, si déjà ce fameux joueur égyptien peut nous faire une première comme l'a fait Bombito aujourd'hui, ça sera déjà encourageant. Alors c'est pas JC, je pense qu'il faut faire une croix dessus, hein. Mais, mais, euh, mais c'était plutôt intéressant et franchement, il nous a pas coûté de but. Il a été plutôt défensivement très présent. Techniquement, je demande à voir. Mais Abdelmonem, de tout ce qu'on dit, j'ai écouté ton émission qui était d'ailleurs fort intéressante et merci Pancho. Ça peut être une bonne doublure à Dante, voire commencer à préparer la retraite, parce qu'il va falloir que ça arrive cette affaire-là. La ligne d'attaque aussi. Bon, Guessant, chaud. Est-ce qu'on n'est pas sur Oh, Matt bah, tu t'avais lancé une section homme du match. Ah ouais, on peut, hein. On peut. Et en Franchement, vrai, chaud. La dynamique depuis la prépa, franchement, ça me fait grave plaisir de le voir à ce niveau-là, hein. Ouais, elle est bien. 11 millions. Vous vous rappelez comment on a chouiné pour les 11 millions de show? C'est le meilleur joueur sur le terrain. Il était au-dessus. Quand il touche le ballon, ça joue juste.
c'est le seul mec de l'équipe, quand il touche le ballon, il joue juste. Tu sais, on n'est pas en train de serrer les dents, on n'est pas tendu. C'est incroyable. Donc peut-être qu'un jour on aura un tour de Boga, peut-être que voilà, on aura, si on avait 11 joueurs comme Shaw, il n'y aurait même pas de question. Moi, il m'a régalé, il a fait les efforts. Alors, il a fait un peu des choix de tête brûlée, de tête de nœud, de jeune, on appelle ça comme on Ah veut. ouais. Mais c'est un attaquant, donc voilà, des fois, il cherche le but Amoureux, qui man. provoque. C'est tout. Non, mais un peu. Mais non, je me suis régalé. Voilà, franchement, le match de Shaw, T'es on va amoureux. toucher, on va Allez. toucher du bois, qui se blesse pas, parce qu'on va en avoir vraiment besoin cette saison. Putain, ça fait combien de temps on n'a pas eu des ailiers comme ça à Nice? Non, mais je suis d'accord avec toi. Eric Je suis d'accord Botéac, Moi, avec il m'a fait Jérémy plaisir. Pied. Voilà. toi. Non, pied, c'est pas pareil. Hein. Botéac, oui. Botéac, ouais, c'était. Là, il m'éclatait. Il m'éclatait sur le côté. Qui De gagnait. quoi, de quoi on a envie de parler? Peut-être Moi, j'ai Obi-Wan? envie de parler d'un truc qui n'a pas été évoqué du tout, d'un fait de match qui est passé complètement inaperçu, mais qui m'a fait bondir. C'est la main toulousaine dans la surface. Bon, alors, mais franchement, main collée, donc j'imagine s'il siffle pas penalty, il dit main collée. Mais la main, elle est jamais collée. Hein. Elle est Elle pas est, collée. si la main collée, c'est à 10 centimètres, alors c'est mi-collé, alors c'est quasi collé, mais c'est pas collé. Il y a main sur cette action. C'est juste pas possible, c'est scandaleux, à minima que l'arbitre n'aille pas consulter la VAR et qu'il n'y ait pas pénalty sur cette action-là. Enfin, on s'est fait siffler des pénaltys l'année dernière pour vachement moins que ça. Hein. C'est juste scandaleux. Moi, au-delà des cartes cartons pour 12 fautes, enfin, franchement, ça fait un carton tous les 3 fautes. Hein. Enfin, entre parenthèses. Hein. Ne pas consulter la VAR et ne pas siffler pénalty sur cette action-là, c'est juste scandaleux. Voilà, je le dis. Voilà, donc c'est passé complètement à ouf. On s'est fait vraiment mais siliconer, mais bien comme il faut là-dessus. Mais je voudrais quand même qu'on en parle, quoi. Enfin, je sais pas ce qu'en pensent les internautes qui te suivent, mais franchement, c'est juste scandaleux cette affaire. Là, on a Idao qui nous dit que le ballon touche une autre partie du corps avant de toucher la main. Non, Bon, peut-être. Si c'est non, ce que. Je vais laisser le. Moi, c'est pas ce que j'ai vu. Honnêtement, c'est pas ce que non, j'ai non, vu. non, non, Et non, non. ma lecture sur ça, c'est que c'est dans ma vision du football. Enfin, je veux dire, le gars, si c'est pas sa main, ça va toucher sa cuisse. Donc, je trouve ça dur de donner péno sur ça. Mais d'un autre côté, dans le sens inverse, si l'arbitre demande la VAR et que c'est un Niçois qui a fait ça, je pense que j'ai la certitude qu'il siffle penalty. Ouais, c'est ça. C'est ça qui m'embête avec cette action, c'est que qu'il n'y ait pas penalty, je m'offusque pas. Mais j'ai quand même un peu le sentiment que Monsieur De Chepi a pas non plus trop insisté sur l'action. Alors, le seul truc, tu vois, en y réfléchissant, parce que forcément, c'est le coup de l'émotion, parce que pour moi, on doit gagner sans discuter tous les matchs 4-0. Si on ne gagne pas 4-0, je suis pas content. Hein, donc voilà. Mais le seul truc, c'est que je me dis, il fait main, mais il n'élargit pas la surface de son corps. Tu vois? Parce que la main, je crois, elle est devant son buste, et Ouais, c'est donc ça. il n'y a pas péno. En fait, il y Euh, a, il y a cette notion, enfin, je suis complètement perdu depuis je sais pas combien d'années avec la règle de la main, parce qu'il la change tous les ans, mais de oui, position naturelle de la main. c'est ça. Et si c'est jugé comme ça, moi j'ai pas de problème avec ça, mais qu'ils nous le disent. Parce que là, l'argument de ça a touché notre partie du corps, je suis un peu sceptique quand même. Ouais, ouais, parce qu'on s'est pris quand même des pénaux pour vachement moins que ça l'année dernière. Mais bon, bref, J'ai l'action, effectivement, alors j'ai l'action en tête, je peux pas vous dire, j'ai dû cligner des yeux à ce moment-là parce que je peux pas vous dire exactement ce que j'en pense. Par contre, il y a un truc qui me gêne, c'est la victimisation constante. deux. Bah, c'est-à-dire que en fait, oh, l'arbitre, etc., etc. Et ça, c'est des choses qui reviennent très souvent après les matchs où on n'aime pas Nice. On n'aime pas Nice. En fait, si on était meilleur sur le terrain, on serait pas en train de pigner sur une main mi-collée, une main mi-pas collée. Je ne pense pas à la théorie du complot. Je ne pense pas que dans les instances, il soit là avec une blacklist, avec certains clubs, dont Nice. Je ne pense pas ça. Peut-être que je suis naïf, mais je ne pense pas ça. Je pense que effectivement l'année dernière, sur la deuxième partie de saison de Lyon, ils ont Ah, été, merci. ça a été facilité sur certaines choses, mais je ne pense pas qu'il y ait,
on va dire, le soldat au GC Nice qui soit constamment mis à terre par les instances arbitrales. Et à chaque Hein? fois, c'est une petite musique qui ressort très régulièrement à la moindre décision. On est là, on s'offusque. Moi, je suis désolé. Si Klos met son pied gauche au second poteau, il y a 1-0 au bout de 15 minutes de jeu. Si Guessant la joue pas perso en deuxième mi-temps, il décale chaud au 6 mètres, il y a but. Et c'est ça, en fait. J'ai pas le souvenir que des saisons où on se soit régalé de football et de résultats, on ait parlé autant d'arbitrage. C'est juste que là, vu que là on avance, on sait pas exactement, on change de projet chaque année, et puis on stagne, mais on stagne bien quand même parce qu'on arrive quand même à finir européen. Il faut quand même qu'on trouve des responsables. Moi, j'ai l'impression vraiment que globalement, quand on lit des choses par rapport au mercato, par rapport à l'arbitrage, par rapport à Ineos, par rapport à plein de choses, j'ai dit, mais attends, mais on critique et on se plaint des Marseillais, mais en fait, on n'est pas mieux, quoi. Donc, Je, je- je vais te dire, je suis d'accord avec toi. Je trouve que dans le paysage footballistique niçois, l'arbitrage prend beaucoup trop de place. on parle Et pas c'est assez de et c'est jeu. pas On parle normal. pas assez de jeu. Exactement. Par rapport à la place qu'on accorde au jeu, on accorde beaucoup trop de place à l'arbitrage. Je me souviens de pages entières dans Nice Matin sur l'arbitrage. Honnêtement, on souffle un peu. Après, tu crois pas en la théorie du complot, je vais quand même juste te dire un truc, c'est que les arbitres, ça reste des humains. Et que quand t'arbitres Nice, t'arbitres quoi? T'arbitres un peu, tu vois, un des clubs les moins aimés de France. Il y a des sondages, hein, j'invente rien. Et tu sais, c'est les nouveaux riches, c'est les fachos, c'est des trucs un peu clichés, tu vois, un peu faciles. Mais je pense quand même que. Et puis, c'est une équipe qui joue pas très bien, tu vois. C'est une équipe qui fait des résultats ras du cul, c'est des 1-0, machin. Que si vraiment on était tranchant dans le jeu, on aurait les coups de sifflet qui iraient beaucoup plus dans notre sens. Ça, je te rejoins. Mais qu'il y a quand même une part de frustration qui, je pense, est quand même justifiée chez les supporters niçois. Parce que au sein du corps arbitral, on est quand même, je pense, pas le club le plus apprécié et que ça se retranscrit d'une manière ou d'une autre dans les coups de sifflet. Un coup de sifflet qui serait donné à un club un peu plus apprécié serait pas forcément donné à Nice. Je dis juste ça. Je pense pas qu'il y ait de Non, complot ou autre, mais je pense qu'il faut prendre ça en compte dans la manière dont on est arbitré. Je pense pas qu'on est tous atteints de schizophrénie collective, pas de schizophrénie, de paranoïa collective, pardon, en tant que supporter de l'OGC Nice. Voilà, c'est juste ça. Après, sur ce match-là, où honnêtement, Monsieur De Chépi, j'ai trouvé un peu sévère avec nous. Pas de quoi péter scandale. Mais oui, on aurait dû être meilleur, mais un petit péno, tu connais, ça nous aurait fait plaisir. non, après, t'as raison, Pancho, t'as raison. On aime bien claquer l'arbitre parce que ça nous fait plaisir. Mais tu l'as évoqué, Lyon, parce qu'on en avait déjà parlé. Tu regardes aussi les arbitrages marseillais et compagnie. C'est très loin c'est très loin d'être ce que nous on peut subir parfois. Sur ce match-là, il a été extrêmement sévère sur les cartons, je trouve, par rapport au nombre de fautes qui ont été commises par Toulouse. J'ai évoqué tout à l'heure Caceres, notamment. Franchement, il fait 2-3 fautes en première mi-temps, mais il prend jamais jaune. C'est juste un truc de fou. Tu sais pas comment ça peut passer après. Ça, il défend autrement. Shaw peut avoir des opportunités, enfin, je sais pas. Dans le paysage niçois, c'est vrai que l'arbitre, il est de facto, il est contre nous, déjà. Et donc ça, et puis je pense que ça nourrit aussi, ça nous nourrit, honnêtement. On aime bien avoir des adversaires à Nice. Si on n'a pas d'adversaire, on n'est pas content. Contre qui on va gueuler, quoi. D'accord? Donc bon, ça Ouais, fait mais pas, c'est. faut- Comment dire? Ça n'élève pas le débat. Après, j'entends ce que tu dis, Matt, par rapport. Enfin, ce que vous dites, même par rapport aux gros clubs, etc. Mais quand tu as 65 000 supporters au vélodrome qui te crient dans les oreilles, moi, je pense qu'au bout d'un moment, ça fait pencher la balance sur des décisions, on va dire, de choses comme ça. Mais c'est toute la machine qui est à revoir. On va dire, la publicité autour du club. C'est les clichés, effectivement, qui ont circulé ces dernières années. C'est les problématiques aussi qui a eu lieu entre supporters. C'est le jeu que tu vas proposer. C'est l'attachement que va avoir le suiveur lambda par rapport au club. Enfin, je veux dire, tu vas avoir plein de supporters d'autres équipes qui vont te parler de l'OGC Nice de Lucien Favre. Tu vois, l'OGC Nice de Lucien Favre. Bah oui, parce que Bah l'OGC Nice de oui, Lucien Favre ou c'est un autre émotion possible, non? l'OGC Nice de Ben Arfa, c'était des équipes en fait qui étaient, Sympathique. qui étaient belles à voir jouer, où il y avait les résultats et qui enchantaient tout le monde en fait.
qui enchantait tout le monde. Et je pense que ouais, ça joue un peu là-dedans. Mais c'est c'est les résultats, c'est le jeu qui vont être les maîtres mots. Et je pense que si tu arrives à créer une dynamique, si tu arrives à créer un collectif, si tu arrives à créer une épopée, si tu arrives à mobiliser les gens à venir au stade, à créer vraiment quelque chose de fort et à créer vraiment une entité club importante, bah derrière, après, tu vas avoir des choses ça va te faciliter certaines choses. Là, c'est compliqué parce qu'on essaie de se frayer un chemin avec les gros du championnat. On est la cinquième ou sixième, alors je sais pas si c'est budget club ou masse salariale, cinquième ou sixième budget de France. C'est-à-dire c'est élevé. Aujourd'hui, on fait partie des gros du championnat. Mais c'est simplement que bah, ça ne se matérialise pas sur le terrain et parce que on ne jouit pas encore d'une bonne image. Mais ça, Ouais. je suis d'accord, je déplore comme toi, hein, Pancho, et je pense qu'on a un gros travail à faire sur ça. Parce qu'en fait, ça se matérialise nulle part. T'as parlé de terrain, mais ça, enfin, t'as parlé de terrain, mais même Bah, le quand terrain quand tu physiquement, changes regarde la pelouse. d'entraîneur tous les ans, tu t'attends à quoi en fait? Ouais, non, mais tu parles du jeu, mais regarde juste la pelouse. Regarde l'état des tribunes. Il y a plein de choses, tu vois. Ça, en fait, il y a aucun aujourd'hui, il y a aucun compartiment du club qui, je pense, aujourd'hui est au niveau des ambitions du club. Et c'est pour ça Ouais, que. Comment, Biwan? je suis d'accord avec toi. Ouais, mais du coup, pour ça, on peut y remédier d'une certaine manière. Et je pense que c'est avec les hommes en place qu'on a la direction. Ce serait avec le mercato. Qu'est-ce que t'en penses, Pancho? La passe D. Donc effectivement, on l'a dit, petite page mercato. Alors apparemment, donc je l'ai dit, l'équipe annonce un accord entre Nice et Youssoupha Moukoko. Sans doute que Foot Mercato a sorti 3 minutes après que c'était une exclue Foot Mercato. On les embrasse. Mais donc Moukoko, attaquant, polyvalent. Je ne le connais pas spécialement. Je pense que vous-même, messieurs, on ne le connaît pas. On fera sans doute une émission pour nous le présenter. Mais en l'état, si on considère que Moukoko s'est signé, donc c'est un joueur offensif assez polyvalent, est-ce que pour vous, il y a encore des mouvements? Est-ce qu'il y a des améliorations à faire? Si oui, lesquelles? On a beaucoup parlé du piston gauche. Je pense qu'il doit y avoir des doutes sur Bilal Brahimi à ce poste-là. Je comprends les doutes. Également le départ ou non de Jordan Lotomba, à qui reste 1 an de contrat, qui s'il reste partira libre. Voilà, si Jordan Lotomba reste, est-ce qu'on considère que c'est la doublure de Melvin Barr? Le poste de numéro 2 derrière qui est peut-être un peu moins important à nos yeux, mais si départ de Maxime Dupé arrivé de Gauthier Galland normalement de Rennes, derrière je pense qu'on est au complet. Ça parlait de Youssouf Yazici aussi cette semaine, qui est libre de tout contrat depuis son départ de Lille. Matt, tu te situes où par rapport à ça? Quels sont les manques actuels de l'OGC Nice? Et après l'arrivée d'un joueur offensif, est-ce que pour toi, ouais, il faut d'autres joueurs quoi? Bah, commençons par le sujet brûlant, l'offensif. L'offensif, c'est quand même qu'on se le dise, c'est un mouvement de panique, hein, parce qu'on est censé avoir et Mofi et Laborde dans l'effectif, et que là, on jouit de malchance. Donc je pense que c'était pas du tout prévu qu'on fasse, bon, ok, bon Coco, pourquoi pas. Ça reste un joueur qui se blesse régulièrement, donc c'est pas l'assurance tout risque, mais on joue une carte au GC Nice, on joue une opportunité de marché. C'est, ça reste un jeune joueur, ça peut être une bonne surprise. Moi, ce qui me déçoit dans le mercato, c'est la gestion du piston gauche. Parce qu'en fait, on avait deux joueurs qui, pour moi, devaient partir pour deux raisons différentes, Lotomba et Barr. Barr parce qu'il n'est pas adapté au schéma tactique, alors il est de bonne volonté, on l'a vu jouer presque comme un ailier aujourd'hui, mais c'est pas le joueur qui a les qualités les plus adaptées à ce poste de piston. Et Lotomba parce que ça fait longtemps qu'il a l'OGC Nice et je pense il est temps qu'il parte faut renouveler un peu l'effectif. On risque de repartir avec ces deux joueurs-là sur le côté gauche. Ça ne me réjouit pas des masses. Et, euh, et le vrai chantier, ça va être l'arrivée de notre joueur égyptien, hein, parce que la défense centrale restait le chantier principal avec l'affaire Todibo, enfin le départ Todibo et sa succession à gérer. Et je pense l'après Dante, qui va être une forme de libération, je pense, pour l'effectif. Il va falloir que nos jeunes défenseurs centraux ou que les milieux qui sont capables de jouer en défense centrale step up pendant la saison. Parce que moi, je fais pas toute la saison avec Dante, j'en ai marre. C'est trop un poids pour tout l'effectif.
on a 10 joueurs qui jouent pour lui. Et on a besoin de se libérer de ce poids-là. On a besoin d'avoir des joueurs qui sont autonomes, qui sont indépendants. Et, euh, et donc, ouais, on espère avoir une bonne surprise avec l'arrivée d'Abdel Nomen. Quant à Yazice, c'est un joueur qui a toujours été remplaçant. Là, on a vu qu'on était un peu léger sur la rotation au milieu de terrain. Euh, à voir si Youssouf, si le coach a confiance en Youssouf pour redevenir un joueur professionnel, comme vous disiez. Mais je pense on a le matériel qu'il faut et puis on peut faire jouer des jeunes. Le jeune Camara peut jouer Mm. sur les postes des 2-6. Donc moi, je serais plus enclin à faire jouer ce joueur-là qu'à faire venir Ayazice qui va venir prendre de la place dans le vestiaire, dans le salary cap, enfin dans la masse salariale de l'équipe. Donc non, je serais pas pour la venue d'un milieu de terrain et ouais, qu'on fasse confiance aux jeunes. Obi-Wan, par rapport au mercato, si on considère qu'un offensif Non, est là où arrivé. je diverge un peu avec Matt, c'est que je pense qu'on a besoin d'un cadre au milieu de terrain. Je pense on est très faible. Ndombele, il va lui falloir du temps pour monter en puissance. Boudaoui, on sait que là, il est sur plutôt une crête intéressante, mais il se blesse régulièrement. Youssouf, on n'a pas de garantie exceptionnelle non plus. Donc je pense il nous manque un milieu de terrain polyvalent. Et moi, Yazice, je le vois bien. C'est vrai qu'il était plutôt remplaçant à Lille. Après, il a toujours été présent. Je trouve que depuis qu'il est à Lille, enfin, il a fait plutôt des bons matchs et un bon apport technique, une bonne vision du jeu, un bon impact. Et bon, voilà, le peu que j'ai pu le voir, c'était plutôt intéressant. En tout cas, ça m'avait pas l'air d'être une brêle. Derrière, on a ce qu'il faut. Il manque effectivement un piston gauche. Puis devant, ouais, Moukoko, moi je le connais pas, donc je sais pas du tout, mais c'est sûr que il nous faut quelqu'un qui soit fiable, quoi, parce que ça va être léger, sans l'abord des Mofi pendant quelques mois. Bon, ça va être compliqué. Boga, j'espère que c'est une histoire de quelques semaines. Terrible. Mais ça peut être compliqué. Excusez-moi, c'est ma femme qui a T'inquiète pas. Tony nous dit: J'ai bien aimé le match de Bombito pour une première. Ça promet, pareil pour Antoine Mendy. Le jeune a fait un très bon match. Pancho, que penses-tu des rumeurs qui sont passées? Yazice, ben écoute, on en a parlé. Ben Yedder et Depay. Eh ben écoute, vu que tu me poses la question, Ben Yedder pour moi c'est non négociable pour d'autres raisons qui ne sont pas liées aux sportifs. Voilà, on supporte un club avec des joueurs qui doivent être eh bien, des hommes respectables. Et Memphis Depay, pour moi, c'est un feu de paille, lol. Mais simplement, tu ne peux pas concéder qu'il y ait des restrictions budgétaires et courtiser un agent comme Memphis Depay. C'est juste incompatible avec le contexte actuel. Et puis bon, en faisant Moukoko, finalement, tu blindes un poste offensif supplémentaire qui, pour moi, enterre définitivement la rumeur de paille, même la rumeur Mopé, qui, bon, malgré les volontés de beaucoup de revenir, même du joueur de revenir au club, eh bien, devra, je pense, trouver un autre projet et peut-être celui de l'OM. Là, ça va faire très très mal de le voir avec la tunique de Marseille. Voilà. Idao nous dit 32 jours de blessure en 2023-2024, ça fait beaucoup. Bah écoute, il ne sera pas dépaysé à Nice, hein, donc là-dessus pour Moukoko, tranquille quoi. Hein, la passation ira bien. On en parlera plus en détail de Moukoko. On a fait un point global sur le match. C'était une reprise aussi des lives. C'était, je pense, un peu moins fluide que d'habitude, mais voilà, on reprend tout doucement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Messieurs, peut-être un mot pour clôturer, ou est-ce que tout a été dit de votre côté? Une victoire à Angers la semaine prochaine. Tout ça Angers. Il va falloir engranger des points parce que là, on est en retard sur le rythme du maintien. Donc 0,5 points par match, ça va pas tenir. C'est ça. Plus Non, que si, ouais, si, juste un petit commentaire, on en a pas parlé. Avec la galère offensive que ça a été, il était Mm, puni, mm. il était puni au Rakpo ou c'est comment? Parce que, enfin, Je vais te répondre c'est un- pareil que ce que je t'ai dit, j'ai pas compris le coaching. Le c'est timing, terrible. les Vraiment, choix,
Ouais. Le fait qu'il Ça qu'il soit passé un moment avec 3 milieux de terrain, puis 2 avec un couloir gauche. Un couloir gauche. Attends, c'était Brahimi. Attends, t'avais qui sur la gauche? C'est Brahimi Lotomba. À un moment, t'avais un couloir gauche. Brahimi Lotomba. J'ai failli tourner de l'œil. J'ai failli tourner de l'œil. Enfin, c'est. Je veux dire, c'est pas possible pour moi en l'état, sur une saison où tu prétends aller en Europe, d'avoir un couloir gauche Brahimi Lotomba. Donc j'ai pas compris le coaching. Les choix de toute façon étaient assez restreints, mais je suis totalement d'accord avec toi. J'aurais tenté le tout pour le tout et incorporer Roakpo dans une attaque à deux. Surtout que finalement tu fais rentrer Brahimi et Buonani. Bon, t'as deux gauchers, tu vois. Je sais pas, Roakpo étant droitier, ça aurait pu. Mais moi j'ai une question par rapport à Guessant, juste pour avoir votre avis. Est-ce que c'est véritablement un numéro 9? Non, pour moi, Je me suis posé la question pendant le match, et en fait je me dis, mais il aime décrocher, il aime avoir le ballon, il est plutôt bon dos au but, mais seul devant, je me dis que je le verrais même peut-être, je sais pas, un cran plus bas, mais en tout cas accompagné de quelqu'un quoi, devant. Il y a une propagande, moi j'aimerais bien le voir jouer vite, ce joueur. Parce qu'il aime bien aller au combat, il aime bien jouer de son corps, mais je pense que c'est un peu trop tard pour la reconversion. Je vois où tu veux en venir, hein, Pancho, mais je pense que c'est un peu trop non, tard pour la reconversion. moi, pas du tout, hein. Alors là, pas du tout. Je trouve qu'il a trop de carences techniques, franchement. Sur son premier contact, c'est soit excellent, soit nullissime. Donc, Il a habile de ses en pieds quand milieu de même terrain. pour son physique, hein, je trouve, hein. Mais par contre, sur un côté, moi, je trouve là où, quand il avait été prêté à Nantes, je trouve qu'il avait été très performant sur un côté. Je sais plus qui était l'avant-centre à Nantes, c'était Mohamed, C'est Mohamed l'Égyptien, Mustafa. c'est ça? Il jouait très souvent à droite, parfois à gauche. Et je trouvais qu'il était vraiment, vraiment percutant. Donc là où je pense qu'il peut être intéressant, c'est sur le côté, en impact player. C'est-à-dire que dans la dernière demi-heure, quand on a bien fatigué les mecs, oui, il peut vraiment faire des différences et être intéressant. Mais Ou même c'est comme ça qu'il avait commencé avec Farioli, hein, en rentrant sur un côté, ouais, ouais, notamment avec mais ses tu entrées. vois, je trouve qu'il est plus, il a plus il a plus de poids et il est plus performant quand il rentre en deuxième partie de match que quand il est titulaire. Globalement, c'est ce que je constate. Donc je me trompe peut-être, mais Après, la comparaison avec Plea est toujours aussi valable, hein, que Plea qui a explosé sur une aile et qui au final a jamais été meilleur qu'à deux attaquants. Donc peut-être la solution c'est juste de lui mettre un 9 à côté, hein. C'est vrai. Messieurs, cette émission est beaucoup trop longue. Elle fait quasiment 1 h 30. ouais. J'espère qu'elle vous aura plu en tout cas. Voilà, c'était les reprises des lives, reprises des débriefs de matchs aussi. On se retrouvera, si tout va bien, la semaine prochaine pour le match de Angers. Le match, il me semble, a lieu dimanche. C'est le premier. Tu seras au stade ou pas là? Si tu es au stade, Et écoute, s'il y a un aliment des constellations et que tout va bien, écoute, voilà, je prendrai mon chat noir sur le dos. Et Et ben puis, le PEL sur Angers, hein, dans ce cas. voilà, mettez tout, la maison sur Angers. Et puis, bah, Nice, un point en 3 matchs. Non, je rigole. Passez une très très bonne soirée. L'émission sera en replay dès ce soir sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Merci à Mehdi, merci à Obi-Wan, merci à Matt, les gars. Passez une très très bonne soirée. Et puis, on se dit à la semaine prochaine pour le débrief de Angers. À bientôt, la Baïta et Issa Nissa. Ciao, ciao.